Dr David Matino est professeur agrégé de médecine dans la division d'hématologie et de thromboembolie de l'université McMaster à Hamilton. Il est co-directeur du programme des troubles de la coagulation chez l'adulte à l'université McMaster et chef du service de thrombose à l'hôpital Joe Ravinsky. Ses recherches portent sur l'hémophilie A et B, les nouvelles thérapies pour les troubles de la coagulation et pharmacocinétique des concentrés de facteurs de coagulation. En tant que chercheur actif dans l'essai clinique, il participe à de nombreuses études sur la thrombose et l'hémostase, avec un accent particulier sur les thérapies émergentes pour l'hémophilie, y compris la thérapie génique, l'édition de gènes, les molécules mimétiques du F8 et les agents de rééquilibrage de la coagulation. Et ça serait la personne parfaite pour venir nous parler des nouvelles frontières dans le traitement de l'hémophilie. On a fait beaucoup de progrès sur l'hémophilie au cours des années et nos options se sont démultipliées. Donc bienvenue Dr Matino. Merci pour la présentation. C'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Dans les 25 prochaines minutes environ, nous allons voir les nouvelles thérapies pour l'hémophilie. Qu'est-ce qui est nouveau et comment choisir parmi toutes ces options. Donc, les divulgations. Nous savons tous que la prophylaxie, c'est les normes de soins. On veut empêcher tous les saignements à tout moment, s'assurer que tous les patients sont en sécurité et qu'on peut éviter des conséquences à long terme du saignement, en particulier au niveau des problèmes musculo-squelettaux. Ce schéma représente l'hémostase normale, équilibrée, contrôlée. Pour la prophylaxie, on a des cibles traditionnelles, à savoir le remplacement de ce qui manque. Donc si le facteur 8 manque, on en remet. Si le facteur 9 manque, on en remet. C'est très efficace, c'est très sécuritaire. Nous savons que ça fonctionne très bien. Mais il y a un certain nombre de limites à cette approche. Dans cette représentation, il y a plusieurs autres molécules, des anticoagulants naturels entre autres. On les retrouve indiqués par ces flèches jaunes. Et donc la nouvelle approche à la prophylaxie en hémophilie cible ces nouvelles cellules, les protéines S, et là vous voyez les antibodies spécifiques avec des molécules qui miment ce qui se fait au niveau de la molécule. Donc on est passé de cet environnement-là à cet environnement-là, qui est une liste qui n'est pas complète, et j'ai triché parce que j'ai aussi regroupé beaucoup de nouvelles choses dans des catégories pour vous montrer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous n'allons pas parler de toutes ces nouvelles thérapies, mais nous allons nous concentrer sur 4 molécules ou 4 groupes de molécules, 4 approches qui sont plus proches ou qui sont déjà utilisées dans certains pays, pas encore au Canada, mais dans d'autres pays, oui. La première, c'est Altuviiia. Vous avez entendu que Santé Canada l'a approuvé et nous attendons à ce que ça soit disponible dans les mois à venir. C'est une molécule qui est modifiée pour avoir une durée de vie étendue, mais à la fin, ça envoie un facteur. Et dans le mécanisme d'action, c'est exactement comme des produits d'extension de vie qu'on utilise déjà. Mais l'extension de demi-vie est impressionnante. Cette molécule est une révolution. La moitié de vie chez les adultes, c'est 40 heures. Mais là, c'est plus de 40 heures. Et ça, on le retrouve dans le profil d'efficacité de ce médicament. Ça, c'est le résultat de l'essai clinique de phase 3, la réduction comparée à la thérapie qui voit une réduction de 77%. Les patients ont continué la phase d'extension
de l'étude un taux de saignement très inférieur à 1 et avec une très grande propension de patients qui avaient 0 patient qui n'avaient aucun saignement. Donc c'est très efficace. Quelques considérations à prendre par rapport à Altuvio. C'est très connu, mécanisme d'action très connu, c'est efficace et sécuritaire. On l'utilise depuis des décennies. On l'utilise pendant toute la semaine et c'est la même chose pour les hémorragies aiguës. C'est intraveineux. Ça ne peut pas être utilisé avec la présence d'inhibitants et c'est un risque potentiel pour le développement d'inhibiteurs. L'autre groupe, c'est la méthode du facteur X. C'est un antibody bispécifique facteur 10 qui peut être utilisé avec et sans inhibiteur. C'est très sécuritaire, très efficace. On peut donner une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Et une fois que vous avez reçu la dose de lancement, ça reste stable dans le plasma. Et l'efficacité de cette molécule est très bonne pour la vaste majorité des patients. Et même dans notre registre d'hémophiles, les patients ont changé et ont des saignements inférieurs à 1. Mais l'AVR est généralement très bas, entre 1 et 2. Nous savons, sur des études sur primates non humains, que ce produit a un facteur d'équivalence de 10 à 20%. Il y a encore des hémorragies aiguës parfois. Et pour certaines chirurgies, on doit utiliser encore le facteur 8. Donc, ce n'est pas une restauration complète de l'hémostase. Donc, il y a une nouvelle génération de F8A mimétique. Une des 2 molécules dont on va parler aujourd'hui, c'est MIM8. C'est Novo Nordisk qui l'a développé. C'est un spécifique bispécifique. Ça a été créé pour se localiser de manière préférentielle sur la membrane phospholipide. Il y a une activité améliorée qui multiplie par 15 l'efficacité relative par rapport à des composés. Et in vitro, elle normalise la génération de thrombine. Et il y a aussi un très bas volume d'injection. C'est très très bien conçu. L'injecteur est très bien conçu. Donc on évite les problèmes qu'on a avec des injections à volume plus important. Les données cliniques de l'efficacité de ce produit ne sont pas encore publiées, mais ça a été présenté l'année dernière et avec MIM8, la prophylaxie est supérieure avec une concentration et à droite vous voyez une très grande proportion de MIM8 n'a pas saigné pendant les essais cliniques. Si les corrections in vitro passent à 100% d'équivalence, si ces résultats sont véritables in vivo, on ne sait pas, c'est ce que les essais vont nous dire, mais c'est l'objectif, d'avoir une hémostase normale. Et de manière similaire, un XT007 est développé par Roche sur Misysma. En suivant Misysma, c'est optimisé pour avoir une potentie importante. Au niveau mi-vie, se restaure complètement à un niveau de 100% au facteur 8. Il n'y a pas de données cliniques pour l'instant pour les phases 1 et 2 des essais. Mais ces essais continuent, les patients vont très bien et en vitro, les données montrent aussi, comme pour MIM8, qu'il y a une normalisation de la génération de thrombine avec très peu de concentration de ces molécules. NXT07, c'est la ligne bleue.
Et là aussi, c'est avec une faible concentration. Il y a une normalisation équivalent à 100% du facteur 8. On ne sait toujours pas si c'est vraiment, ça va se retrouver dans les tests in vivo, mais in vitro, les résultats sont très prometteurs. Au niveau de ces nouvelles F8A, les données préliminaires sont prometteuses. Potentiellement, ça pourrait restaurer l'hémostase normale. Une administration infréquente, ça peut donner une fois par mois. Et pour NXT007, peut-être à des intervalles plus longs. On dirait qu'une administration tous les 2 mois pourrait être possible, on va voir. Et bien sûr, ils sont efficaces même en la présence d'inhibiteurs du facteur 8. Pour l'instant, on ne sait pas quelles sont les équivalences du facteur 8, probablement supérieures à emicizumab. Et peut-être qu'il faudra mettre des agents du facteur 8 pour les hémorragies aiguës. Ce n'est pas encore sûr du taux d'antimédicaments, anticorps pour les données sécuritaires. On va passer à un autre groupe de thérapies, les agents de rééquilibrage. Je vous les montrais plus tôt. Et le chemin des inhibiteurs, il y a 2, l'antithrombine qui est ciblé comme nouveau possible moyen d'arriver à l'hémostase. Marcézumab et concizumab, ce sont des antibodies qui ciblent le TIPI, et fuzitran cible les anticoagulants. Ils ont été approuvés récemment par FDA, par EMA, mais c'est approuvé pour différentes indications, donc personne ne se bat. Pour hémophile A et B avec inhibiteurs, et pour l'autre sans inhibiteurs. Ça va bientôt changer avec le temps, bien sûr. On va voir. Ça, c'est pour les données de phase 3 de l'essai Massisma, qui est sorti il y a quelques mois. C'est la phase principale de l'étude qui montre la supériorité de Massisma par rapport au précédent traitement avec le concentré de facteurs. Ça, ce sont les extensions des phases de données, et on voit que ça continue à avoir une amélioration au fil du temps. Pour concizumab, ce tableau vient de la publication qui est sortie en Angleterre il y a environ 18 mois pour patients avec inhibiteurs. Et si vous regardez la première ligne, vous voyez un groupe de patients qui a été traité avec concizumab. La médiane est à 1,7 comparé avec les patients qui étaient sans prophylaxie. Ça a montré que c'était supérieur à la non-prophylaxie, comme on pouvait s'y attendre. Au cours des essais de concizumab, je pense qu'il y a eu 3 thromboses et il y a eu une pause. Il y a eu des lignes directrices qui ont été mises en œuvre pour traiter avec la dose minimale efficace pour les hémorragies aiguës et pour mesurer une et parfois dans d'autres cas 2 la concentration d'aléments et ajuster la thérapie. 4 semaines après avoir commencé le traitement, il y avait une mesure, et ensuite on peut ajuster la dose de concizumab en fonction du taux de concizumab dans le plasma. Donc là, ce sont les deux comparés, ils sont similaires, qui ciblent tous les deux le TFPA. Et la différence, c'est qu'un produit est donné une fois par semaine, concizumab est donné une fois par jour. Pour Pfizer, il n'y a pas de dose fixe qui peut être doublée. Et pour concizumab, c'est la mesure des antibodies, des anticorps et ensuite l'ajustement de la dose.
il y a un autre agent de rééquilibre qui a été approuvé par FDA, Fitusiran. Je ne vais même pas essayer de prononcer le nom commercial. Kfatalia, Kfitlia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous dire comment ça se prononce? Mais je vais l'appeler Fitusiran. Je ne sais pas qui choisit ces noms. Non, vraiment, c'est étrange. Je ne suis pas anglophone, mais ça a été approuvé avec un test diagnostic compagnon pour l'antithrombose. Comme je l'ai dit, ça cible l'antithrombine. Et il est important de savoir qu'il faut mesurer l'antithrombine parce que dans la phase 3 des essais, la dose initiale était plus élevée, 80 mg, et il y a eu une très forte réduction de l'antithrombine. C'était très efficace, une très forte réduction dans le taux, mais c'était associé à des niveaux moyens de 10%. Il y a eu 4 thromboses. C'était associé à des antithrombines très basses et des facteurs additionnels administrés en même temps. Donc il y a eu des stratégies d'atténuation du risque qui ont été développées, ciblant des niveaux plus élevés d'antithrombine, 15 à 35%. Ça, on peut y arriver. 94% des patients peuvent recevoir une dose d'ajustement pour arriver à 15 à 35% d'antithrombine. C'est pas difficile à faire, mais c'est nécessaire de le mesurer. Le taux d'incidence de thrombose après la mise en place, en fait, on est passé au même taux que la population hémophile. Mais il y a une augmentation au niveau de l'ABR. Plus l'antithrombine est basse, et meilleure la protection est. C'est nécessaire de trouver ce point qui est le plus important entre la bonne protection et la bonne sécurité. C'est bien de pouvoir mesurer, mais c'est aussi obligatoire qu'on mesure l'antithrombine. Au niveau des thromboses, au niveau des thérapies de rééquilibrage, il y a eu des thromboses. Ce sont des événements rares, ils ne sont pas communs, et les gens qui ont eu ça avaient d'autres facteurs de risque. Il y a eu des stratégies d'atténuation, et il y a eu un seul événement thrombotique, et on ne sait pas encore quelle était la cause de cet événement. Donc il n'y a pas de ligne directrice pour mastezimab, mais dans l'ensemble, ce ne sont pas des événements courants, et la sécurité, le bénéfice est vraiment généralement favorable. Et en général, les agents rééquilibrants peuvent utiliser pour les hémophilies A et B, avec et sans inhibiteurs. Il y a différents mécanismes d'action qui peuvent être utilisés pour différents types de patients. On peut personnaliser ça jusqu'à dans certaines mesures, c'est efficace, c'est sécuritaire, ça peut être administré sous-cutané jusqu'à tous les 2 mois, si les niveaux le permettent. Et possiblement, on peut les utiliser pour d'autres troubles du saignement. Il y a d'autres choses à avoir en considération. Ce sont de nouveaux mécanismes d'action. Parfois, il faut ajuster les doses et mesurer. Il pourrait y avoir quelques inquiétudes au niveau des thromboses. Il y a un antidote pour Fitusiran pour restaurer la coagulation anormale, même si on ne sait pas si c'est vraiment nécessaire à ce point-ci. Et on ne sait pas trop clair s'il y a des équivalents au niveau du facteur 8 et 9, si c'est 20, 30, 40, certaines vont dire 20%. On ne sait pas encore. C'est trop tôt pour le dire. Dernière catégorie, la thérapie génique. Je ne pouvais pas inclure toutes les nouvelles thérapies dans ces catégories. Donc j'ai dû en choisir 2 qui sont les plus importants, qui sont approuvés et utilisés.
c'est MGenX. Et on s'attend à ce qu'on pourra utiliser MGenX très bientôt. Donc MGenX, je ne vais pas vous en dire trop. Demain matin, il y a un symposium qui va se concentrer sur les détails des résultats de ces essais cliniques et les données à long terme. Mais ça, ce sont les résultats des essais cliniques de phase 3 jusqu'à 18 mois. Le taux est stable dans la majorité des patients. Une baisse importante des ABR pour tous les épisodes de saignement et une réduction importante d'utilisation du facteur 9. Et 4 ans après la thérapie génie, 98% des patients participent encore à ceci. Ça, c'est une étude moderne, mais ça vous donne une idée de la durabilité de la thérapie de facteur 9. À 25 ans, il est prévu que la majorité des patients auront encore une activité de facteur 9 supérieure à 2%. Pour le facteur 8, la situation est différente. Le niveau moyen et la durabilité sont un petit peu plus bas. Et on ne sait pas si ça va durer aussi longtemps que le facteur 9, mais si on regarde le résultat de l'étude Octavia sur 3 ans, il y a un grand montant de patients qui ont des facteurs 8 supérieurs à 5% 3 ans après l'infusion. C'est un autre moyen d'utiliser ça. 92% des patients n'utilisent pas la prophylaxie après 3 ans. Et on voit une baisse du nombre de patients, mais ça s'atténue, ça ne tombe pas à 0. Mais ça sera probablement pas aussi bon que la thérapie génique pour le facteur 9. Donc les considérations, c'est une infusion unique, c'est efficace, le profil sécuritaire est bon. Il y a des questions bien entendu. On ne pourra pas répéter la thérapie basée sur AAV pour l'instant, tout du moins. Une fois que c'est donné, il n'y a pas d'autre thérapie qui pourra être administrée aux patients qui ont déjà reçu ceci. Il y a des questions par rapport à la durabilité. Il y a des taux variables au niveau des facteurs 8 et 9. On pourrait demander une thérapie temporaire avec des stéroïdes. Il y a possibilité de développement d'inhibiteurs. Il y a un potentiel pour des taux super thérapeutiques. Et le risque théorique de néoplasme. Il n'y a pas de connexion réelle entre le cancer et la thérapie génie. Donc comment choisir? Pour les 30 dernières secondes de ma présentation, je vais vous montrer. Oui, j'ai dépassé, mais je vais vous montrer ce que j'ai là. J'ai passé de nombreuses heures à créer ce schéma. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour choisir entre toutes ces catégories, tous ces agents? J'ai rassemblé les critères d'exclusion, les autres caractéristiques pour les patients qui pourraient ou pas utiliser ce produit. Et j'ai eu ça. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Voilà. Cette diapositive est disponible si vous voulez en discuter avec vos patients ou vos collègues. Merci. J'essaie de mettre ça dans un tableau. La raison d'utiliser un produit ou une catégorie de produits, ça a pris beaucoup de temps et ça prendrait au moins une autre heure de discussion pour passer à travers ce tableau, donc je ne vais pas le faire. Mais j'ai résumé certaines des caractéristiques principales, certaines des raisons principales d'utiliser un produit ou un autre s'ils étaient tous disponibles aujourd'hui. Bien entendu, c'est un montant limité d'informations. Juste pour la thérapie de rééquilibrage, on devrait passer au moins 1 heure. Et c'est ma dernière diapositive et je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des questions pour le docteur Martineau? Je crois que mon diagramme était très clair. Oui, franchement, c'était le meilleur, là. C'était un diagramme parfait. Merci.
Alors, j'aime beaucoup le sigle 007. Le facteur 8 a ce contrôle vraiment très serré. C'est une molécule évanescente. Avec tout le mécanisme, le fait qu'il est thrombomodulant, bon, le facteur 8, c'est dangereux. Donc, si on avait 100% de facteur 8, est-ce que c'est pas quelque chose qui va exploser? Je ne pense pas qu'on a une réponse aujourd'hui, mais oui, effectivement, il y a un risque théorique. Et en fait, dans un des essais que j'ai mentionné, il y a eu un critère d'exclusion pour un facteur de risque de thrombose. Et il fallait que le patient soit sélectionné en fonction d'une thrombophilie. Bon, c'était une mesure de sécurité. Si vous examinez les données sur les primates non humains, ça vous montre que le complexe ternaire est en fait beaucoup plus serré que ce qui est compris des autres facteurs 8 et 10. Donc, si vous augmentez la dose trop, vous risquez d'avoir une maladie hémorragique à cause du complexe qui est très serré. Alors, c'est une molécule très intéressante. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et bien entendu, la réglementation va peut-être même être différente pour les personnes qui sont des êtres humains. Merci beaucoup.